sont déjà exprimés. Et il a quand même tenu, et nous avons tous tenu. Moi, j'étais ambassadeur de France, j'ai quitté mes fonctions pour pouvoir accompagner ce mouvement. Donc, je ne crois pas. Peut-être que sur le coup, j'ai pu me faire cette réflexion tellement on était étonné de la soudaineté du retrait. Mais après coup, avec le recul, je me dis que ce n'est pas ça et que vraiment, il ne s'estimait pas en confiance, pas assez de troupes, quoi. Peut-être une question. On a vu Yves Gégaud aussi, qui avait rejoint Jean-Louis Borloo, faire un petit peu machine arrière et revenir dans le giron de Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous allez vous impliquer petit à petit, vous allez aider Nicolas Sarkozy pour la campagne ou c'est pas encore décidé? Moi, je garde ma ligne d'indépendance, de fidélité au Parti radical. Je partage l'opinion que nous avons exprimée depuis le début, comme quoi c'est pas une UMP réduite à la droite de sa droite qui permettra à Nicolas Sarkozy de gagner. J'en suis convaincue. Ça ne marchera pas dans ces conditions. Donc, je préfère garder ma liberté, mon indépendance et puis l'originalité de nos idées, qui sont fondées sur des idées républicaines, humanistes, sociales, écologiques. Nous avons des priorités, l'école, l'emploi, pas seulement la lutte contre les déficits, la rigueur, mais aussi l'emploi. Et il faut faire preuve d'imagination. Jean-Louis Borloo ça a été un élu d'imagination, un ministre d'imagination qui est allé chercher des emplois, les créer à Valenciennes, des emplois verts, la rénovation urbaine. Donc, comme les partis n'ont plus d'idées, ils disent rigueur. Non. Donc vous voulez dire qu'il manque en quelque sorte dans la campagne. C'est ça manque. Il va bien falloir soutenir quelqu'un quand même pour le premier tour. Vous allez rester en dehors du jeu À l'heure d'aujourd'hui, on est comme 44% des Français qui ne savent pas pour quel candidat ils vont voter. Parce que, tous les candidats ne sont pas déclarés. Que ce soit, en tout cas les candidats de droite, d'accord, on est droite et du centre. Nicolas Sarkozy n'est pas déclaré. Nous considérons la gauche comme des opposants, enfin les partis socialistes et toute la gauche comme des opposants politiques. Et nous voudrions justement avoir un candidat qui soit en capacité de battre la gauche. Parce que François Hollande n'a pas le costume pour être président, il n'est pas taillé pour ça. Moi, je suis profondément déçue par ce personnage qui a été élu au cours d'une primaire citoyenne par des tas de gens et qui n'est pas à la hauteur de la situation. Donc il faut épargner à la France un François Hollande. Alors, vous dites comme Accoyer qui dit que s'il est élu et qu'il fait son programme économique, il est dangereux pour la France. Non, c'est ça qui nous différencie de l'UMP, c'est-à-dire on n'emploie pas des mots comme ça. On est sur le fond, on est sur les idées, on n'est pas là dans l'invective, ça sert à rien. Les Français, vous savez, c'est pas des idiots, ils savent très bien qui fait quoi, qui propose quoi. Et là, en l'occurrence, ils proposent rien. C'est-à-dire qu'un matin, il nous dit je suis pour la suppression du quotient familial, l'après-midi, il nous dit finalement non. Il s'est pas décidé, il s'est pas tranché, il sait pas où il va. Il doit scoltiner tous les verts avec qui il a signé un accord en race campagne pour le lendemain dire finalement je peux pas parce qu'il s'est rendu compte que la place par exemple de la France au Conseil de sécurité nationale. Oui, il y en a un plus. On a fait un peu ou je savais pas. Alors donc je me présente, donc je m'appelle Valérie Clément, donc je suis enseignant-chercheur ici et on va travailler ensemble en fait le cours d'inégalité redistribution, donc je vais vous dire comment. Et je vais aussi vous avoir un TD de PIR, projet individuel de recherche. C'est-à-dire que le TD, c'est demain... Vous prenez les documents, monsieur, s'il vous plaît. Le TD, c'est demain à 16h30, d'accord? Donc, je vais vous suivre quand même un peu ce second semestre. Donc, le cours d'inégalité redistribution, il n'est pas sur Moodle. Et je ne vais pas utiliser de PowerPoint. Voilà. Donc, j'ai arrêté, plus. Donc je vous ai distribué les slides là, juste de l'intro et les documents de cours, enfin les supports de la première partie. Et on n'est pas nombreux, c'est un cours que je vais faire traditionnellement. Et je vais vous expliquer dans l'intro, s'il vous plaît. En fait, il y aura deux temps. Il y aura un temps où moi je vais traiter du programme que je vais vous transmettre là pour le M1 et qui viendra en complément de vos cours de M2, et ensuite, je vous présenterai des papiers. D'accord? Donc en même temps, après, ça ce sera à vous. Je vais vous faire passer une liste de papiers que je vous propose. C'est bon là au niveau de la compréhension, messieurs? Oui. Je vais vous faire passer une liste. Donc c'est des papiers de recherche, ils sont en anglais et ils sont plutôt sur l'aspect expérimental de la justice ou des critères d'équité. Si ça ne vous convient pas, vous pouvez me proposer autre chose et on verra ensemble.
Ok, donc ça va s'organiser comme ça. Une partie du cours, je vais vous expliquer ce que je vais faire, et puis une partie de présentation. Et donc je vous ai à l'oral, hein, à la fin. C'est un oral, l'examen. Donc du coup, voilà, je peux, si jamais le cours ça va pas du tout, je peux remonter, si vous voulez présenter, etc. Ok, hein, voilà. C'est tout. Alors, donc on se voit le jeudi et on se voit le vendredi matin, 8h30, 10h. Hein. Qui c'est il y a une seule personne qui est en choix public, c'est qui? Il y a EMP, EPP, enfin je comprends plus rien moi. Il y a 2 parcours en fait. Donc je voulais visualiser les gens. Non? Bon. Ok. Alors on commence. Donc je vous ai sorti les slides, hein, d'accord, de l'introduction, comme je vous l'ai commenté. Alors en fait, le premier point que je voulais aborder ici, parce que vous allez avoir l'impression que je vous parle un peu chinois pendant ce cours, c'est normal. Le premier point que je voulais aborder, c'est pourquoi est-ce que ça peut être intéressant, pourquoi est-ce que c'est passionnant en fait, d'étudier les questions de redistribution de la richesse. Hein. Donc ça c'est mon premier point. Alors essentiellement en fait, donc il y a 3 raisons hein, qui vont faire que c'est une thématique qui est d'actualité dans le débat public et qui va être aussi d'actualité en recherche. Donc la première raison, c'est que quand on regarde en fait l'évolution des inégalités entre les différentes générations, donc les inégalités intergénérationnelles, c'est-à-dire entre le père et le fils, hein, une question de mobilité sociale, hein, on se rend compte que dans les pays riches de l'OCDE, ces inégalités se sont accrues ces 20 dernières années. Alors ça, on le verra plus tard, ça pose un gros problème, je vais rentrer un peu dans les détails, je vais donner des exemples, parce que ça, c'est complètement contre-intuitif par rapport à ce qu'on s'attendait théoriquement, notamment par rapport à la courbe de Kuznets. D'accord ? Donc la courbe de Kuznets nous disait quand un pays est développé, normalement, après sa phase de décollage, les inégalités doivent diminuer. Et là, c'est pas ce qu'on a observé. Donc on observe une remontée des inégalités dans les pays riches. Donc déjà, ça ne correspond pas aux prescriptions théoriques. Alors, si on veut regarder juste quelques points hein, et quelques papiers aussi qu'il faut que je vous cite, hein, avec des noms derrière d'économistes qui s'intéressent vraiment à ces questions, c'est pour ça que je vous les cite. Hein. Pour les États-Unis, il y a deux très gros papiers. Donc le premier, c'est celui de Boyce et Griffiths en 2002, qui vont en fait, donc c'est dans le Journal of Economic Perspective, hein, c'est un résumé, c'est un papier, un survey. Donc vous pouvez aller voir les papiers, hein. Ça, vous pouvez toujours aller les voir. Moi, je ne vous dirai pas plus, hein. C'est à vous après de savoir comment vous voulez travailler. Hein. Et en fait, dans ce papier, il s'intéresse au mécanisme de transmission du statut socio-économique entre le père et le fils. Et il s'y intéresse, enfin les deux auteurs s'y intéressent, ils font une étude sur les États-Unis. Et pourquoi les États-Unis c'est intéressant? Parce qu'on a l'idée quand même que c'est une terre d'opportunité, que la mobilité sociale est assez grande. Et d'ailleurs, ça c'est le titre du deuxième papier que je voulais citer. Hein. Et donc du coup, en fait, ils le font sur une période de 20 ans. Et ce qu'ils montrent dans le papier, hein, c'est que finalement, le revenu des parents est un bon prédicteur aujourd'hui du statut social de l'enfant. Le revenu du père est un bon prédicteur du statut social du fils. D'accord ? Donc ça va dans le sens d'une absence de mobilité en fait intergénérationnelle. Hein, okay ? Et alors ces premières études en fait qu'ils avaient lancées, Boyce et Griffiths, ils ont été repris par le deuxième papier ici qui est intéressant, hein, qui est un papier d'AER. Donc AER c'est une grosse revue en économie, hein, donc de Raj et de ses collègues. Et donc eux, pareil, hein, ils se posent la question de savoir comment est-ce qu'on peut caractériser l'évolution de la mobilité intergénérationnelle aux États-Unis, à peu près la même période. Hein. Et du coup, ce qu'ils montrent, c'est que, alors ce qu'ils appellent en fait la loterie de la naissance, donc pour nous ça va être important un peu de comprendre ça, donc c'est-à-dire en fait le statut, la classe sociale dans laquelle on est né, hein, est déterminant pour expliquer le niveau social qu'on atteint, même aux États-Unis. C'est censé être un pays où il y a beaucoup de mobilité sociale, plus qu'en Europe par exemple. Hein. Ça a été vrai, c'est vrai. Voilà, donc on a ces premiers
comment dire, ces sonnettes d'alarme. Hein. Donc dans le papier d'AER, c'est plus précis, hein, puisqu'il calcule en fait la probabilité pour un enfant qui fait partie du quintile inférieur d'arriver au quintile supérieur. Donc bon, voilà, là je vous donne juste le papier en général, hein, mais c'est plus précis. Alors ça c'est pour les États-Unis. On a aussi en fait des données qui sont extrêmement précises pour la France. Alors ce qu'on s'aperçoit en fait en France qu'effectivement la mobilité sociale elle a tendance à décliner. Elle a une tendance à décliner, donc la mobilité sociale, ça veut dire la capacité de l'individu dans la société qui est donnée de franchir l'échelle sociale, hein, ou d'arriver dans une classe de revenus supérieurs, de statut socio-économique supérieur. Et donc ça s'est grippé en fait essentiellement parce que l'éducation hein, ne joue plus son rôle. Hein. Donc ça, je vous ai donné le premier exemple ici. Alors ça, c'est dans l'impression des slides. Hein. Voilà. Donc ce que vous voyez comme graphique, hein, c'est un histogramme qui en fait rend compte de la variance des scores en maths au test de PISA. D'accord ? Donc il y a tous les élèves de l'OCDE qui vont passer les tests de PISA en maths pour voir le niveau scolaire. D'accord ? Et donc du coup, on regarde en fait qu'est-ce qui explique la variance. Hein ? Et en fait, ce qu'on voit, c'est que le milieu familial, donc la classe sociale des parents, peut plus ou moins expliquer la variance de ce score, c'est-à-dire en fait expliquer, si vous voulez, les performances scolaires des individus dans une société donnée. Selon l'organisation du système éducatif, l'origine sociale, c'est-à-dire ici le revenu des parents, va expliquer une variance plus ou moins grande, va déterminer, en fait, ça veut dire quoi ? Va déterminer plus ou moins la performance scolaire des individus. Okay ? Et donc ce qu'on voit sur le graphique, excusez-moi, ça sort mal, hein, c'est qu'en fait, donc on a le sous blanc au milieu, c'est la moyenne des pays de l'OCDE, hein, donc on voit qu'il y a 1/5 de la variance des scores en maths dans les pays riches de l'OCDE, donc dans les pays riches, hein, dans les pays de l'OCDE qui est expliqué par le revenu des parents. Et vous voyez que la France, c'est en noir, donc dans le système français, hein, on est à un peu plus de 30%. D'accord ? Donc on n'a pas des performances en France en termes de mobilité sociale et en termes donc d'influence de la classe sociale d'origine des parents, de niveau de revenu des parents, hein, il continue à déterminer énormément le parcours scolaire des individus. Là, c'est le parcours scolaire. Je pourrais multiplier hein, les exemples hein, pour vous dire que c'est pas uniquement le parcours scolaire, hein, que c'est la santé par exemple aussi. Hein. Donc il y a pas mal d'exemples. Alors qu'est-ce que j'ai donné comme papier alors après ? Donc voilà pour le premier exemple. Maintenant si on élargit, donc l'origine sociale impacte sur la performance scolaire, donc ça c'est des études très précises, mais il impacte aussi sur le destin professionnel des individus. Alors les spécialistes de cette question, c'est une équipe qui est dirigée par Alain Tranois, donc c'est l'équipe d'Aix-Marseille hein, qui ont fait beaucoup d'études empiriques sur ça. Donc je vous ai donné quelques papiers et eux ils se sont intéressés en fait à la question de savoir si le salaire des individus hein, sur une classe d'âge donnée était plus ou moins déterminé par l'origine sociale des parents. Là c'est le salaire, c'est-à-dire c'est le niveau professionnel. Donc je vous ai mis les papiers, certains sont en français, donc effectivement ils montrent que oui, hein, ils montrent que c'est très prégnant. Donc ça c'était quand même pour que j'argumente un peu. Alors j'ai des chiffres, hein. Bon, que je ne vais pas donner forcément. Après si vous êtes intéressé, vous pouvez faire une présentation sur ça. Et du coup, l'exemple 2 que j'ai cité, hein, donc le papier de l'équipe de Ben Alima, c'est un papier en fait, là si je vous donne en fait un peu un détail de quoi traitent les papiers, pour que si jamais un sujet vous intéresse, je vous dis pourquoi je le fais. Hein. Si jamais un sujet vous intéresse particulièrement, parce que vous pouvez aussi avoir des pôles d'intérêt, hein, d'accord, normalement c'est le cas,
vous sachiez qu'on peut traiter, on pouvait traiter en exposé ce sujet-là de façon plus précise. Hein. C'est pour ça que j'ai diversifié les exemples. Donc eux, ils font en fait un modèle qui modélise l'organisation de l'enseignement supérieur dans les différents pays, hein, Ben Alima et ses collègues. Et en fait, il y a une spécificité en France, c'est l'organisation de l'enseignement supérieur qui est dichotomique, très différenciée, avec un système public gratuit et des systèmes de grandes écoles. Ça d'un certain point de vue gratuit aussi, ça n'existe dans aucun pays au monde. Et en fait, les économistes savent depuis longtemps que ça, c'est générateur de très grandes inégalités en termes de capital humain, de très grand accès après aux différences de revenus salariales. Et eux, ils essaient de modéliser ça, d'accord? Donc ils font un modèle où il y a ces deux pôles dans l'enseignement supérieur, hein, donc des pôles où il n'y a que l'université et puis des pays, enfin des modèles où il y a l'université plus les grandes écoles, et ils font l'estimation économétrique sur les modèles sur les données françaises. Et ils montrent que, effectivement, la polarisation de l'enseignement supérieur, avec un recrutement qui est très différencié socialement, hein, d'accord, ben, ça joue dans le maintien des inégalités. Voilà. Donc c'est des choses assez générales, mais bon, les économistes font ça. Hein. Donc voilà ce que je voulais vous donner comme exemple. Donc que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en France, hein, on va dire. Alors, pourquoi est-ce que c'est... comment dire, qu'est-ce que c'est qui est très paradoxal et qui en fait gêne les économistes par rapport à ça? Alors je l'ai mis quelque part, je ne sais plus où c'est. Non, je ne l'ai pas mis. Bonjour. C'est très grave, hein? Pourquoi? Prenez les documents. Après, quand c'est fermé, la porte, vous ne rentrez plus. Hein? Voilà, pour la prochaine fois. Merci. Prenez un document de chacun, s'il vous plaît. Alors, pourquoi est-ce que ça pose problème, ça, cette remontée, en fait, donc, des inégalités dans les pays riches, disons, on va dire, depuis les années 90. Donc, je vous l'ai dit, un premier élément de réponse, un premier paradoxe, c'est que ça va à l'encontre, entre guillemets, de la courbe de Kuznets, hein, qui étudie au niveau macro le lien entre croissance et inégalité. Normalement, ce n'est pas prévu par la courbe de Kuznets. Et le deuxième aspect, c'est un autre aspect qui est plus tourné vers les politiques économiques, c'est que c'est quand même paradoxal que après, on va dire, 40 ans de social-démocratie dans les pays européens et même en France, hein, où on a des politiques redistributives d'un très haut niveau, d'accord, où on a donc beaucoup de redistribution de richesses, hein, où on a des biens publics qui normalement favorisent par exemple l'accès à l'enseignement supérieur. Donc c'est quand même paradoxal que les inégalités aient continué à croître malgré les politiques disons redistributives qui ont été menées. Donc c'est pour ça que ça interroge les économistes. Ok, voilà. Alors le deuxième point un peu paradoxal, c'est que alors là je peux donner des références et des papiers pour si quelqu'un a envie de faire un point sur ça. C'est qu'aujourd'hui, quand on regarde le visage des inégalités, en fait le problème qu'on a, c'est qu'il faut toujours aller dans le détail pour avoir une véritable une image précise de l'évolution. C'est-à-dire que si on se contente de chiffres basiques, on ne voit pas forcément ce que je viens de vous dire. C'est que on ne va pas voir apparaître ce creusement des inégalités intergénérationnelles, on ne va pas voir apparaître la stagnation de la mobilité sociale en France, etc. C'est souvent des études très précises, hein, et sur des domaines précis, sur des sous-populations précises, qui font qu'on le voit apparaître. D'accord ? Donc c'est pour ça que c'est voilà, ça aussi ça fait partie du paradoxe. Donc ça, c'est une première raison, hein, pour laquelle la question de la redistribution des richesses, des inégalités, est revenue à la une, un peu à l'agenda des politiques publiques. Ça, c'est mon deuxième point. La mobilité sociale du début. Et donc, du coup, de nouveau, on a comme questionnement pour les économistes,
comment on va faire pour limiter les inégalités. Et donc, du coup, cette question de lutte contre les inégalités revient au premier plan des politiques publiques. Alors, ce qui est important pour moi ici, c'est deux choses. Pourquoi est-ce que la lutte contre les inégalités, ou alors je vais le dire avec un vocabulaire de Banque mondiale ou d'OCDE, la lutte pour une croissance inclusive. C'est pareil. Maintenant on dit ça, mais bon, c'est pareil. Pourquoi est-ce que c'est revenu en fait comme objectif prioritaire des grandes institutions et des gouvernements? Donc il y a plusieurs raisons. Je vais insister sur deux. Donc la première, c'est que effectivement, je dirais depuis la fin des années 90, là j'ai un problème parce que comme je ne sais pas ce que vous avez fait en macro, avec les théories de la croissance endogène, donc avec les travaux de gens comme, je me dirais si vous connaissez Alesina, Benabou, etc. Oui, non? En fait, on a inversé l'hypothèse théorique qu'on avait jusqu'à présent avec la courbe de Kuznets, d'accord? Et en gros, qui est l'hypothèse standard en éco, qui est de dire les inégalités sont favorables à la croissance. Ok? Ou je vais le dire autrement, on a un dilemme efficacité-équité. Ça, c'est ce que les économistes ont dans la tête dans la majorité des cas. C'est-à-dire que soit tu t'occupes de la taille de gâteau, soit tu t'occupes de répartir le gâteau. Si jamais tu t'occupes de répartir le gâteau, là, ta taille du gâteau va diminuer. Ok? Donc, il y a cette hypothèse qui est extrêmement, empreinte, qui est forte dans la théorie éco, puisque une grande partie de la théorie micro est basée sur ça, on va y revenir tout à l'heure. Et vous savez d'ailleurs, vous connaissez les éléments théoriques en économie du bien-être qui soutiennent cette hypothèse, ok? Et en fait, à partir des années 90, ça tend à s'inverser. Donc, on montre avec les théories de la croissance endogène que les inégalités peuvent être défavorables à la croissance. D'accord? Donc, c'est ce qui a généré, par exemple, toutes les politiques de microcrédit sous condition d'imperfection du marché. Donc là, par exemple, si quelqu'un est intéressé par l'aspect macro, parce que moi, je vais vous dire, je ne vais pas le traiter beaucoup, vous pouvez faire une présentation sur les hypothèses en éco, sur l'inégalité de croissance. D'accord? Donc il y a un certain nombre de documents que je peux vous donner. Donc il y a eu cette hypothèse qui s'est inversée. On admet dans la théorie éco que les inégalités peuvent être défavorables à la croissance. Un pays peut payer, en termes de poids de PIB, une trop grosse dispersion de la richesse. Donc ça c'est une hypothèse qui s'est construite théoriquement et qui a été vérifiée. Et finalement, les institutions internationales sont venues à ça. D'accord? Et donc maintenant, elles vont défendre dans leur agenda, elles vont défendre la priorité à la lutte contre les inégalités. Donc ça, c'est le premier point. Donc par exemple, le FMI, donc il parle maintenant d'inégalité des opportunités. Alors après, je vous montrerai maintenant quels sont les nouveaux indicateurs de bien-être qu'on construit, parce que c'est en liaison avec ça. Alors le deuxième aspect, le deuxième argument, c'est un argument qui est en fait instrumental par rapport à l'équité et par rapport au fait qu'il y aurait moins d'inégalités. Pourquoi est-ce qu'on peut rechercher l'équité, ou pourquoi est-ce qu'on peut rechercher une moins grande dispersion des richesses? Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une société moins inégalitaire? Ça c'est entre guillemets, parce qu'en fait, quand on va mettre en avant des critères d'équité, des critères de distribution du revenu, ça va être plus facile de faire accepter les réformes. Okay? Donc ça c'est un deuxième argument qui fait que en termes de politique publique, il y a eu beaucoup d'argumentation en termes d'équité. Oui, c'est un peu instrumentaliste, quoi, c'est un peu instrumental. Donc ça c'est important. Alors, le très bon exemple, c'est sur la négociation climatique. J'ai plusieurs papiers que je vais vous proposer sur ça et je prendrai souvent l'exemple, mais c'est vraiment typique. Donc le fait d'argumenter en termes d'équité, ça favorise l'acceptabilité des réformes. Alors après, il y a un autre niveau sur lequel moi je voudrais insister et qui va un peu faire la spécificité de ce cours.
On peut montrer, expérimentalement et empiriquement, que, au-delà de cet aspect purement instrumental, les individus peuvent avoir une préférence pour la redistribution. C'est-à-dire que, alors je vais le dire en économiste, alors là pour l'instant pour vous c'est flou, hein, je le sais, mais j'ai besoin de mélanger un peu tout ça pour que vous voyez le cours. Et bien ça veut dire, si je parle économie, ça veut dire que, par exemple, leur willingness to pay pour un scénario de politique publique, par exemple d'aménagement du recul stratégique, d'accord, pour un scénario de protection du pays contre le climat. Donc leur disposition à payer pour cette politique, elle va être différente selon la répartition des coûts et des charges qu'on leur annonce, selon que les bénéfices de cette politique sont distribués de façon égalitaire ou non. D'accord ? Donc ce que je suis en train de dire ici, c'est que ce qu'on peut montrer, c'est que non seulement le fait qu'on ait une répartition plus égalitaire, entre guillemets, hein, on ait moins d'inégalités dans la répartition des bénéfices d'une politique publique. Ok, c'est plus clair comme ça? Donc le fait qu'on fasse appel à l'équité, ça va aider à mettre en œuvre, on va dire, politiquement, d'accord, on vend le truc, mais en plus, ce que montrent aujourd'hui les travaux empiriques sur ces questions-là, c'est que quand les agents vont avoir une préférence pour la redistribution, c'est-à-dire qu'ils peuvent manifester une disposition à payer plus grande si on leur dit que la politique, elle respecte certains critères d'équité. Donc ça, c'est un papier de Caille et de ses collègues qui est appliqué à l'environnement. Il y en a un autre, hein, plus costaud théoriquement. Voilà, on commence à montrer ça. Alors nous, on va quand même travailler sur cet aspect. Je vais vous proposer en présentation de papier plutôt des papiers appliqués où en fait il va s'agir de tester, de révéler les préférences distributives des individus. Hein, donc c'est-à-dire en fait quels critères d'équité ils vont privilégier quand ils ont à choisir, par exemple, entre des allocations. Ok ? Donc ça c'est important. Et ça rejoint pour ceux qui sont passionnés par l'économie comportementale, c'est un peu ça. Donc le papier dont je vous parlais là, c'est le papier de Caille et ses collègues de 2010. Hein. Voilà, bon, et après, alors au sein des économistes eux-mêmes, donc si là on veut faire un espèce de truc centré sur sa profession, il y a quand même eu plusieurs consécrations, notamment le prix Nobel à Ditton, hein, en 2015, qui est quelqu'un qui a beaucoup contribué dans ce domaine-là, l'ouvrage de Piketty qui a été un truc planétaire, un succès planétaire. Bon, tout ça fait qu'effectivement, c'est plus à la mode pour certains économistes maintenant de parler de ça. Donc voilà pour les raisons pour lesquelles vous pouvez être amené à vous intéresser à ces questions d'inégalité et de redistribution. Alors ensuite, maintenant je vais voir comment on fait en économie, quelle est la partie de l'économie qui va traiter de ces questions. Comment est-ce que va s'organiser au sein de la science économique le traitement de ces questions. Donc vous comprenez bien que c'est une littérature qui va être extrêmement large. Donc là je vais vous proposer une typologie. Moi mon but c'est ça, hein. C'est la première fois que vous allez entendre parler de ces questions. Donc mon but c'est que vous sachiez exactement ce que vous avez appris et que vous sachiez vous repérer dans la littérature après pour faire ce que vous avez appris. Donc quand on va s'intéresser à l'économie normative, hein, donc disons à la question de la distribution des richesses, hein, la question de la lutte contre les inégalités, on peut faire une typologie de 4 problèmes différents. Et dans chacun des problèmes, on répond à une question précise et ça ne va pas être la même littérature. Donc ça c'est utile pour se repérer. Donc les quatre problèmes sont les suivants. Donc le premier problème qu'on a à traiter, alors c'est donc définir un objectif social. Alors, nous on va dire définir en fait une fonction de bien-être social. Hein. D'accord ? Donc ici c'est là où ça va commencer à devenir un peu bizarre le vocabulaire que j'ai employé. Voilà. Donc de quoi il s'agit ici ? Il s'agit simplement en fait
de définir les critères d'équité, les valeurs distributives, je le dis différemment, qui vont servir de base à la politique publique. Quel est l'objectif de la politique publique en termes redistributifs? D'accord? C'est ça. Donc, pour nous, en fait, quelle tête va avoir la fonction du bien-être social? Vous affolez pas, on n'en verra que deux. Donc, ce premier problème, en fait, donc, il consiste à étudier, on va dire, les critères d'équité sur lesquels la puissance publique va appuyer son action, va justifier son action. C'est bon pour tout le monde, hein? Donc ça, c'est disons, le premier problème qui se pose. Hein. Donc, qu'est-ce que c'est la question? La question, c'est... Alors, de toute façon, quand on travaille en économie, on va être intéressé par dire quelle est la meilleure allocation des ressources. Quand est-ce qu'une allocation est préférée socialement à une autre? D'accord? Donc, quelle est la meilleure allocation des ressources? Là, en fait, dans cette question, la question normative ou le problème de la définition d'un objectif social, ça va être quoi? Quel est le critère pour dire ce qui est meilleur? D'accord? Quel est le critère? D'accord? Donc, pour nous, pour l'instant, le critère, c'est quoi en économie? C'est le critère de l'optimalité parisienne. D'accord? Je vais y revenir dans un instant. Ok? Donc, ça, c'est un premier type d'approche de ces questions de distribution. Et la partie de la littérature économique qui s'intéresse à ça, c'est les théories économiques de la justice, on va dire, hein, voilà, si je veux les appeler simplement. Et quelle est l'idée ici? L'idée, c'est que on a l'impression, en fait, que pour définir un critère distributif, ça va se faire selon les jugements de valeur des individus. Donc on a l'impression qu'il y a quelque chose d'un peu hasardeux, que ça ne va pas être rigoureux, que ça ne peut pas être rigoureux la définition d'un critère d'équité. D'accord? Parce qu'on se dit, oui, ben, ça dépend des options idéologiques, ça dépend... Donc ça, c'est pas vrai. Hein. On peut mener une étude axiomatique, rigoureuse, argumentée sur les critères d'équité. Donc il existe des propriétés. Hein. Par exemple, propriété que vous connaissez tous... si je redistribue de l'argent d'un riche vers un pauvre, ça va faire diminuer les inégalités. Voilà, transfert Pigou-Dalton. Par exemple, le fait qu'un raisonnement en termes d'équité, c'est un raisonnement en termes d'impartialité. Tout ça, ce sont des critères qu'on peut axiomatiser, ce sont des propriétés, hein, des propriétés mathématiques, formelles, des critères, qui peuvent être argumentés et qui peuvent servir à définir une fonction de bien-être social, donc, si vous voulez, un critère distributif. Okay? Donc, dans cette partie des théories économiques de la justice, eh bien, on peut argumenter de façon rationnelle, à la façon des économistes, pour un critère d'équité. C'est-à-dire, en gros, on va pouvoir établir la liste des propriétés dont chaque critère est pourvu. D'accord? Donc on peut faire une étude rationnelle de l'équité. Ce n'est pas seulement du jugement de valeur. Ça, c'est important pour moi à faire passer comme message. Donc ça, c'est les théories économiques de la justice. Donc l'année prochaine, vous avez, en M2, vous avez un cours approfondi sur cette question avec Brice Mangalou. Donc moi, je vais juste introduire, en fait, 2-3 fonctions de bien-être social différentes. La fonction utilitariste, pour l'instant ça ne vous dit rien, mais d'ici 2-3 heures, vous ferez tout sur les utilitaristes. La fonction rawlsienne, hein, de Maximine. Je vais aller un tout petit peu au-delà, en parlant des fonctions, en fait, des fonctions de bien-être social qui se sont développées dans les années 90, à partir de petits exemples, juste, hein, pour que vous sachiez quand même ce qui se fait aujourd'hui. Donc on va voir ça, nous. Et un des objectifs principaux pour moi, c'est que vous connaissiez en fait les deux grandes familles de fonctions de bien-être social, ou alors, si vous voulez, de critères distributifs qui sont utilisés en éco publique. Pour être clair. Mais ça va être un cours qui va être un peu surprenant parce que vous n'avez pas l'habitude de voir l'économie du bien-être par ce prisme-là. Donc ça, c'est le premier problème. Est-ce que je peux trouver... Quel est l'objectif distributif du décideur? Quel est l'objectif social? Est-ce que je peux l'argumenter? Okay, donc théorie économique de la justice, nous on va avoir 2-3 fonctions.
Deuxième type de problème, quand on s'intéresse à ces questions, on peut être un spécialiste donc, du problème empirique. Hein. C'est-à-dire, là c'était normatif, là ça va être empirique, la mesure des inégalités. D'accord? Donc deuxième problème, la question de la mesure des inégalités. Donc là, ce que je voudrais dire, donc c'est un problème positif, hein, descriptif. Dans la société aujourd'hui, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, est-ce que la mobilité sociale a augmenté, est-ce que les inégalités ont augmenté, etc. Donc, sur cette question, il y a une chose qui est importante pour moi à dire. Alors, je prends des petits exemples là. Malgré le fait qu'il soit écrit que c'est un problème descriptif, hein, l'idée générale, c'est que tant qu'on n'a pas défini ce qu'était une inégalité, donc tant qu'on n'a pas défini ce qu'on considère comme une égalité, hein, donc là, le truc basique, c'est est-ce qu'on va prendre des inégalités de résultats, de revenus, de richesse, de patrimoine, hein, voilà. Tant qu'on n'a pas défini ce que c'était une égalité, eh bien, on ne peut pas mettre en œuvre un outil de mesure. Et donc, dans l'approche positive, d'accord, ce qui est important pour moi à dire, c'est qu'il n'y a pas de mesure neutre, c'est-à-dire où on n'aurait pas derrière de critères éthiques, où on n'aurait pas une définition des inégalités. Il n'y a pas de mesure neutre des inégalités. Même Gini, dont on nous rebat les oreilles, d'accord, n'est pas une mesure neutre des inégalités. Donc, ça veut dire que chaque indice de mesure d'inégalité, chaque façon de mesurer les inégalités, va avoir derrière, il va être fondé sur des critères éthiques, sur des propriétés, on va dire des propriétés axiomatiques, sur des propriétés qui définissent ce qu'on considère comme une inégalité. Ok ? Donc, ça c'est ce qu'on appelle la mesure axiomatique, hein, des inégalités. Donc, l'objectif du cours, c'est juste, si j'ai le temps, l'année dernière, j'ai pas eu le temps, bon, je ne sais plus si vous le faites en M2 ou non, mais c'est de présenter en fait les grandes familles d'indices et de présenter, de faire une introduction à la mesure axiomatique des inégalités. C'est le dernier chapitre. Alors, on va prendre un exemple, hein, parce que moi, vous savez, j'aime pas parler trop longtemps, ça m'épuise après, avec mon âge maintenant. On prend les petits exemples là qui sont dans le stade 6. Donc ce qui est bien, moi j'aime bien les petits exemples bébêtes. Hein. Je dis, quand on est capable d'expliquer ses idées avec un petit exemple bébête, c'est bien. Les exemples très très compliqués, où on dit moi, ça ne me plaît pas trop. Donc voilà, là j'ai pris des exemples un peu bébêtes. Alors déjà, sur le problème, hein, quelle fonction du bien-être social, donc vous allez voir, c'est très facile à expliquer. Hein. Donc j'ai deux allocations, deux sociétés, la société A et la société B. Ok ? Deux allocations, on va dire allocation. Hein, tout à l'heure, quand on parlait de haro, on va dire allocation. Et puis j'ai trois individus qui sont en fait présentés en ligne. C'est bon ? Et donc chaque allocation a fait une partie de la richesse aux individus. D'accord ? Donc vous avez le montant de la richesse ici qui est affecté aux individus. Donc ma question, c'est si on prend le premier tableau, donc si on prend le premier choix que vous pouvez avoir entre deux sociétés données, on l'a bien compris, hein, on va répartir une richesse globale entre ces trois individus, qu'est-ce que vous choisiriez ? Donc le A ou le B ? Pareil pour la B. Monsieur ? Il faut choisir entre les grilles ou choisir A ou B ? Ah, vous avez rien compris alors. Vous avez rien compris. Alors ce que je vous suggère, c'est que comme vous avez rien compris, avant vous me dites, madame, j'ai rien compris. Hein. Vous savez, moi je recommence, hein, je suis une bonne enseignante, hein, je reprends. Ouais. Donc une grille, c'est un choix que vous avez à faire entre deux répartitions de ressources. D'accord ? Donc A et B, c'est deux choix de répartition de ressources différentes. D'accord ? Donc c'est deux sociétés différentes, on va dire après c'est deux allocations différentes. D'accord ? Pour vous, après en micro, c'est deux allocations différentes. Et vous avez trois individus. Donc par exemple, dans la société, on va dire A,
ben, le premier individu il a 16, le deuxième il a 6 et le troisième il a 3. Et donc la totalité de la richesse produite, c'est la totalité de la richesse, on va dire, je ne dis même pas produite, rien, c'est 25. C'est bon? Voilà. Donc moi ce que je vous demande, c'est de choisir entre A et B. Première grille. Et après, deuxième grille, mais ce que je veux, c'est que vous me montriez ce qui change en fait. Hein. Si vous comprenez bien ça, vous avez compris tout le chapitre 1. Hein. Comment résumer le chapitre 1 en trois dessins, c'est ça. Alors qu'est-ce que vous choisissez, monsieur? Ben là. Alors, ben là. Alors, ok, tout le monde choisit la A? Non. Hein? Monsieur, vous choisissez quoi, vous? La B, ok? Bon, alors, on ne vote, d'abord ici, c'est pas en même temps la A, en même temps la B. Non, on ne peut pas. On doit choisir. Et on vote pas blanc. Pourquoi la A, monsieur? Parce que la 25, C'est quoi 25? le bien-être. Le bien-être quoi? Le bien-être. Social. Donc c'est la richesse agrégée. Donc vous avez fait votre choix en regardant quoi? Tout. Tous les individus. C'est-à-dire? Vous Vous avez fait votre choix en mettant l'accent sur le critère de la richesse agrégée. En gros, vous n'avez pas trop regardé comment est distribuée la richesse. Là, dans les exemples, du coup, tout à l'heure, vous parlez du gâteau, la taille du gâteau, Oui. ça c'est bien réparti, plus Oui. gros, et là, donc ça montre cet exemple que c'est le cas. Plus c'est gros, moins c'est bien réparti, et quand c'est mieux distribué, c'est ça. Alors là, effectivement, on a la taille du gâteau. On est bien d'accord que vous avez pris un critère agrégatif, conséquentialiste. D'accord? Pour l'instant, vous êtes utilitariste. Ça, c'est des mots que je vais vous demander de retenir. Hein? Mais bon, vous voyez que c'est ça. Et vous n'avez pas regardé la distribution. Monsieur, vous avez choisi quoi, vous? B, Alors, vous avez choisi B. Et pourquoi? parce qu'il y a moins de différence entre les individus, genre 10, 7 et 6. Ok, il y a moins de différence entre les individus. Est-ce que vous avez regardé le bien-être global quand vous avez Ouais. choisi? Oui? Ouais, mais D'accord. ouais, il n'y a pas une grande différence entre 25 et 23. Il y a pas une grande Voilà, différence. ok. Donc vous avez fait un arbitrage en fait entre, disons, la distribution de la richesse et la taille du gâteau, et en fait vous avez dit que finalement les deux de différence ne valaient pas voilà. Et alors du coup en fait, si je vous mets dans la, par exemple, dans la deuxième grille, qu'est-ce que vous choisissez? Dans la deuxième, Oui. moi je choisis B aussi. Vous choisissez B aussi toujours. Ok. Bon, il faut que je fasse une troisième grille pour la prochaine. D'accord. Donc vous avez choisi. Donc là en fait, monsieur, lui, il a mis l'accent sur, on le voit, la répartition plutôt que la taille du gâteau. Mais parce qu'en fait, son trade-off pour l'instant, il est faible. Donc, en dehors de la. Excusez-moi, je veux juste donner les fonctions de bien-être social. Donc, quand on met l'accent sur le gâteau, la taille du gâteau, donc c'est un critère agrégatif, on va maximiser en fait la somme des utilités. Ça, c'est quoi? C'est le critère utilitariste. C'est celui qui est dominant en économie. En économie, vous avez un cours d'économie publique. Bon, en économie, W, la fonction de bien-être social égale la somme des utilités. Ok? Donc en fait, ce qu'on fait comme hypothèse, c'est qu'on a un critère agrégé. On reviendra, c'est le premier chapitre. Vous voulez limiter l'inégalité entre les individus, donc monsieur, vous avez choisi B. Mais il y a une autre raison plus précise pour laquelle on peut choisir B. Et ça va être le critère Rawlsien, que vous connaissez tous en fait, parce que c'est une fonction qui est très connue en éco. Il y a une autre raison pour laquelle on peut choisir le... C'est pas que le minimum, il est plus élevé que le minimum là. Tout à fait. Donc c'est qu'en fait, la B, en fait, c'est une distribution qui maximise le sort de celui qui est le moins favorisé dans la société. D'accord? Donc c'est-à-dire que celui qui est le plus bas dans la société, donc c'est celui qui est en troisième ligne, hein, celui qui est le plus bas dans la société, et ben il a un niveau de bien-être plus grand que le plus bas dans l'autre société. Ça c'est le critère rawlsien. On reparlera de John Rawls, de William Ponty, tout ça.
Donc lui, en fait, il va défendre une fonction de bien-être social de type maximise. Maximise. Parmi les différentes distributions, eh bien, je vais choisir celle qui maximise la situation de l'individu le plus défavorisé. C'est un des philosophes politiques le plus influent du XXe siècle, en termes même de politique publique et de politique économique. Voilà, John Rawls. Donc on en reparlera. Alors, en gros, on va voir nous ces deux cas. Critères, soit on est sur la taille du gâteau, soit on est sur sa répartition, avec un peu plus précis le critère de Rawls. On verra un peu plus les avantages et les inconvénients des deux. Et donc, vous comprenez bien que quand on est rawlsien, effectivement, la question, ça va être jusqu'à quel point j'accepte de renoncer, jusqu'à quel niveau de bien-être global, à quel niveau de bien-être global j'accepte de renoncer pour maximiser le niveau des individus les plus défavorisés. Donc on va être dans ce trade-off. Parce que si j'avais poussé votre logique jusqu'au bout, d'accord, et que j'avais mis après une société très égalitaire, avec un bien-être social qui était beaucoup plus bas, peut-être que vous auriez davantage hésité. Hein. Donc en fait, le trade-off, c'est ça. Après, dans les modèles de petit public, ça va être ça. Mais nous, on est venu pas là. Et ensuite, donc, le dernier, je ne sais plus pourquoi, qu'est-ce que c'était que je voulais dire oui, ah oui, je sais ce que je voulais faire comme remarque. Donc pour le dernier, qu'est-ce que vous choisiriez? Ah non, je choisirais A. Bon. Tout le monde choisirait A dans le dernier? Alors ce que je voulais vous dire à propos du dernier, c'est que aujourd'hui, en fait, il n'y a plus aucune approche en économie de la justice ou même en éco-public qui défend l'égalité stricte telle que celle-ci. Franchement, ça n'existe plus. C'est vraiment pas ça le problème. Là, comment dire, l'enjeu des développements théoriques, c'est pas ça. Hein. Je veux que ce soit bien clair. Il n'y a plus d'approche qui défendent un égalitarisme strict des conditions et des résultats, en l'occurrence, puisque là, c'est des résultats. Alors, des ressources, peut-être, certains, mais des résultats, non, il n'y a plus aucune approche qui défend ça en économie. Les théories de la justice les plus avancées ne défendent pas ça. Hein, et on verra autour de quoi elles s'articulent. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer un peu les deux fonctions de bien-être social qu'on allait voir. Alors après, ce qui m'intéresse, pour illustrer le fait qu'il n'y a pas d'inégalité, de mesure des inégalités neutres. Donc juste deux exemples pour vous présenter comme ça très facilement les propriétés standards qui vont faire les deux grandes familles d'indices. Hein. Alors là en fait on a là on va lire en ligne en fait. Hein. Et on a deux types de sociétés et elles n'ont pas le même bien-être global, mais on les compare quand même en termes on veut les comparer en termes d'inégalité. Hein, ok. Et donc la question, c'est pas laquelle vous préférez, hein, c'est quelle est celle que vous jugez la plus inégalitaire? Donc là, on lit en ligne, on a la répartition des ressources dans une société donnée entre les trois individus, et on se pose la question entre A et B en ligne, quelle est celle que vous jugez la plus inégalitaire? Donc ça veut dire, si vous aviez un indice d'inégalité, pour vous, dans quel cas il faudrait que l'indice d'inégalité soit plus élevé? Ça va, monsieur? Oui. Vous arrivez à prendre des notes? Oui, bien sûr. C'est que l'intro, là, hein, calme-nous. Hein. Faut y aller doucement. Hein. Alors? Pareil pour la 2 et le 3 et la 4. Alors, les boys au fond? Entre la A et la B, monsieur? La B. Ça vous est égal? Bon, C'est pas votre problème. D'accord. Bon. Ok. c'est ça. Ouais. Je sais D'accord. pas, la A, ouais, voilà.
Ah non, mais si. Vous me demandez Hein? vous me demandez une réponse. Non, non, mais argumenter, si. Alors, peut-être alors la troisième ligne, peut-être. Sur la troisième ligne, la A ou la B? Vous n'avez pas envie de réfléchir là-dessus? Hein? Je sais pas, la B. Alors, la troisième ligne, la B. La troisième ligne, la B. Donc la B, elle est quoi? Elle est plus inégale ou moins inégale? Moins inégale, je dirais. Pourquoi? Parce que tous les chiffres ils se ressemblent, sauf qu'il y a 10, 13 et 11, 12. Et alors? 11, 12 c'est plus proche que 10, 13. Donc ce qui change. Mais qu'est-ce que ça veut dire 10, 13 par rapport à 11, 12? Ils sont classés par ordre croissant de revenus là. Donc ça veut dire quoi en fait? Là, vous voyez les individus, hein? Imaginez, vous êtes par exemple l'individu 10 dans la A. Hein? Vous êtes l'avant-dernier dans la distribution des revenus. Ok? Donc en fait, quel est le lien entre la A et la B? C'est les 3 premiers du classement. C'est les mêmes? Ouais. Ok, et après les derniers? Et les derniers, dans la A, ça va du 10 au 13e, et dans la A, ça va du 11 au 12e. Ah. Donc ça veut dire que en fait, la B est obtenue de la A par un transfert Pigou-Dalton. Ok? Donc on a pris une unité, on a pris du revenu au plus riche pour le donner à un moins riche. Donc effectivement, dans la théorie économique, de façon standard, d'accord, dans toutes les mesures d'inégalité, Gini notamment, admet le principe de Pigou-Dalton. Donc on va dire qu'avec les indices que vous connaissez, eh bien, nos indices vont nous dire que la B, elle est moins inégale que la A. Ok? Alors maintenant, la dernière ligne. Non, pas vous. Vous n'allez pas devenir la tête de turc, hein, vous appelez ça. Non. Non. Alors la dernière ligne, quelle est la différence? Non, c'est pour vous faire réfléchir un peu. Hein. Après, bon, si vous avez envie de réfléchir. Non, mais c'est gentil, merci. Voilà. Que je m'occupe quand même de votre... Merci. Alors la dernière, quelle est la différence? C'est que le dernier, enfin le plus riche, c'est pareil que l'autre, mais c'est que le plus riche, il a donné au plus pauvre, justement, au lieu de déplacer du monde. Donc ça, par exemple, c'est un transfert Pigou-Dalton amélioré. D'accord? C'est pas contenu dans la propriété du transfert Pigou-Dalton, puisque une des limites du transfert Pigou-Dalton, c'est de dire, ok, bon, est-ce que le transfert de richesse d'un plus riche vers le plus pauvre a la même valeur pour l'indice d'inégalité selon la position dans la distribution des revenus de celui qui reçoit l'argent. Et donc certains économistes ont dit non. Si on fait un transfert, par exemple, du décile entre deux personnes qui sont dans le décile supérieur, 10% les plus riches, ça ne doit pas avoir la même valeur pour l'indice d'inégalité que quand on fait un transfert du décile supérieur vers le décile inférieur. Mais ça, c'est pas une propriété qui appartient par exemple à l'indice de Gini. Okay? Donc, c'est ça en fait cette question donc, des transferts décroissants ou non, Pigou-Dalton. Et quand on s'intéresse à la mesure des inégalités, c'est sur ça qu'on va travailler. Donc sur les deux premières, ça c'est rigolo, parce que en fait c'est ce que Colm disait, c'est cette propriété, ça s'appelle la lambda invariance et la mu invariance. Hein. Donc la première ligne ça s'appelle la lambda invariance, et la deuxième ligne ça s'appelle la mu invariance. Je suis pour rien, c'est pas moi qui choisis les dénominations. Et donc en fait, vous voyez bien que pour la première ligne, entre A et B, eh bien, tous les revenus ont été multipliés par 2. La lambda invariance dit en fait quand on multiplie les revenus par 2, ça ne change pas le niveau d'inégalité. Alors Serge Christophe Colm, qui est un économiste que vous ne connaissez pas, il disait ça c'est des indices d'inégalité de l'aile de droite. Ok? Parce qu'effectivement, la distance absolue entre les revenus va s'accroître. Et en dessous, ça s'appelle la mu invariance. D'accord? Et là, en fait, on en a rajouté 5. D'accord? Donc c'est un transfert proportionnel qu'on fait à chaque niveau de revenu. Ce n'est pas le même indice d'inégalité. Donc vous avez des indices d'inégalité qui vont considérer, d'accord, la première propriété, la lambda invariance, et donc ils vont avoir la même valeur quand vous multipliez par 2
des revenus, et d'autres qui vont être basés sur la même invariance. Donc ils vont calculer, l'inégalité va être inchangée avec quelque chose de proportionnel. Ok? Donc c'est pas du tout la même façon de raisonner sur les inégalités. C'est ce que je voulais vous dire. En fait, il n'y a pas de mesure neutre des inégalités. Ok? Alors, donc là on a avancé, on en est au deuxième problème. Hein. Donc si vous êtes passionné par ça, je dirais qu'il y a des endroits en France où il y a les meilleurs qui font ça. Alors, troisième, donc on peut travailler sur les questions d'inégalité redistribution en travaillant sur le critère de l'objectif normatif. On peut travailler sur la mesure des inégalités. Après, on peut travailler en économie publique sur l'implémentation des politiques. Puisque une fois qu'on a défini, si vous voulez, le critère, d'accord, bon, on sait mesurer les inégalités, ben, on va vouloir concrétiser par des mesures fiscales, par des politiques d'intervention directe sur les biens publics, on va vouloir concrétiser ce type d'objectif. D'accord? Donc ça, c'est quand on travaille en économie publique, et plus précisément, la partie de la théorie économique qui s'intéresse à ça, ça va être notamment la théorie de la taxation optimale. Vous avez un cours en inclus sur cette question de la théorie de la taxation optimale, c'est-à-dire comment je modifie mon taux d'impôt pour implémenter un critère de justice particulier ou une forme de distribution particulière. D'accord? Donc là, quand on est dans cette approche, on fait de l'économie publique, et donc vous avez pas mal de cours sur ça. Vous avez 2 cours au moins. Il y avait un cours en L3 en éco appliqué, où Boris a traité ça, et là cette année vous avez un cours d'éco public. Oui? Voilà, en premier semestre. Voilà. Là, ok. Là? En deuxième semestre. Et voilà. Donc il va compléter ce que je vais faire. Après, la façon de résoudre les questions d'inégalité, par les outils pour les résoudre, vous les connaissez. Donc ça peut être des interventions directes sur le marché, avec des taxations, ou alors ça peut être plutôt des politiques en termes de fourniture de biens collectifs. C'est ce que vous allez faire en économie publique. Donc ici, c'est les instruments pour mettre en œuvre. Et enfin, donc dernier type de problème qu'on a quand on veut avoir une vision exhaustive donc des questions de redistribution et de richesse, c'est de savoir en fait ce décideur social, donc ce régulateur, on l'appelle régulateur, on l'appelle décideur social, on définit une fonction du bien-être social, qui c'est? Et donc là en fait on a un problème d'articulation avec les préférences individuelles et la préférence collective. Et donc là on a toute une partie de la littérature qui s'intéresse à la façon dont on peut obtenir un régulateur ou un décideur social qui rencontre les préférences individuelles à partir de règles de décision collective. En économie, vous savez qu'il y a 2 types de règles de décision collective, le marché et le vote. Okay. Donc, la théorie du vote fait partie de cette question-là. Et on va même commencer par ça, théorie du choix social, théorie du vote, puisque nous, on va commencer en reparlant du théorème des possibilités de l'ordre. Voilà, donc nous, on est un peu sur le premier objectif, un peu sur le second, et le reste, vous le faites dans les autres. Le dernier, je pense que personne ne le fait. Il n'y a pas beaucoup de théorie du vote ici. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour l'instant? Non, c'est bon? Alors, qu'est-ce que vous savez en économie du bien-être? Donc, d'après ce que vous savez aujourd'hui, nous êtes en M1, donc L1 et L3, qu'est-ce que vous savez des critères d'équité qui sont utilisés, de la relation entre l'efficacité et l'équité? Donc le critère de l'optimum de Pareto, déjà, qu'est-ce que c'est? Comment il est lié par quoi il est lié, j'attends des réponses assez précises, à la question de la distribution des richesses, ou à la distribution des dotations initiales, si vous voulez. Qu'est-ce que vous savez sur ça?
si je vous disais, en économie du bien-être, en fait, quel est le théorème le plus important pour la relation entre l'équité et l'efficacité, qu'est-ce que vous me diriez? C'est vraiment le cœur, en fait, de l'approche des économies, c'est dans le socle de la micro, et de théorie de l'équilibre général concurrentiel, en économie du bien-être, donc welfare economics. Qu'est-ce que vous répondriez? Monsieur, vous répondriez rien, parce que là, vous êtes... Mais après, qu'est-ce qu'il y aurait comme théorème? Hein? À quoi ça vous fait penser? Donc vous avez, si vous avez fait la fac ici, vous avez au moins fait ça en L2, ça c'est sûr. En micro. Donc les deux théorèmes du bien-être, c'est quoi? Ça quand même. On ne peut pas améliorer l'utilité d'un individu sans améliorer celle d'un autre, c'est-à-dire qu'il y a un optimum de Pareto. Alors, ça c'est notre critère, ça c'est le critère d'efficacité des économistes. Les économistes vont dire qu'une situation est meilleure qu'une autre, pour eux, c'est le critère de l'optimalité parisienne. Donc, le critère de l'optimum de Pareto, je ne peux pas améliorer la situation d'un individu sans détériorer celle de l'autre. Qu'est-ce qu'il a comme caractéristique, ce critère, qui est la définition qu'on donne en économie de la meilleure distribution possible. Qu'est-ce qu'il a comme caractéristique? Est-ce que vous vous en rappelez? Et donc, l'optimum de Pareto, en fait, comment il est relié à la distribution de la richesse? Par quel théorème du bien-être? Qu'est-ce que c'est les deux théorèmes de l'économie du bien-être? Le premier théorème, c'est la relation entre les deux théorèmes sur la relation entre l'équilibre général concurrentiel et l'optimum de Pareto. Qu'est-ce que c'est l'équilibre général concurrentiel? Un EGC. Ce que vous cherchez, dans tous vos exos du micro. Une personne, c'est la compatibilité des actions des agents par le marché. D'accord? Donc chaque agent va aller sur le marché et il va maximiser sa fonction objective sous contrainte. C'est ce que vous faites en micro tout le temps. D'accord? Vous maximisez l'utilité du consommateur sous contrainte, vous maximisez le profit des firmes sous contrainte technologique. Est-ce que ces actions centralisées, elles sont compatibles entre elles? Oui, j'ai un EGC. Non, j'ai pas d'équilibre. Et donc les prix s'ajustent. Ok? Donc ça, nous, on va pas rentrer directement là-dedans puisqu'on ne fait pas d'éco public. Mais après, il y a une autre notion, donc ça c'est l'EGC, l'équilibre. Il y a l'optimum. Quelle est la situation la meilleure pour la société? Vous me l'avez dit, c'est l'optimum de Pareto. Les économistes ont choisi ça. Et ensuite, dans les fondements de l'économie du bien-être, vous savez très bien qu'il y a une relation forte entre ces deux concepts. C'est ce qui fait c'est ce qui fait la base des outils des économistes pour l'évaluation des politiques publiques et de leurs préconisations. Donc ces deux théorèmes, c'est le premier théorème, tout EGC est un optimum de Pareto. D'accord? Donc tu laisses fonctionner le marché, il n'y a pas de souci. D'accord? Tu vas atteindre l'équilibre et en plus tu as de la chance parce que cet équilibre c'est la meilleure situation pour la collectivité. C'est l'optimum de Pareto. C'est ce que dit le premier théorème du bien-être. Okay? Et le deuxième théorème du bien-être, c'est celui-là dont je voulais que vous me parliez. D'accord? C'est celui qui est réputé en fait mettre de côté les questions de redistribution de richesse. Est-ce que vous vous rappelez ce qui dit le deuxième théorème du bien-être? Avec les taxes forfaitaires, si on... je me rappelle plus alors, avec les taxes forfaitaires, c'est quand on va réaliser, on choisit l'optimum de Pareto qu'on réalise. Donc ça, c'est de l'économie publique. D'accord? On va déterminer la taxe, l'impôt, qui me permet d'aboutir à une distribution. Je choisis une distribution et après, politiquement, j'implémente par une taxe cette distribution. Oui, vous chauffez. Mais à l'origine, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que j'ai du souci à me faire pour implémenter l'objectif de mon décideur? Non.
En économie, en micro, en économie du bien-être, j'ai pas du tout de problème. Donc, nous, excusez-moi, hein, mais on va rester, on va rester dans le cas de 2 agents la plupart du temps. Hein. D'accord? Donc là, j'ai 2 agents, U1 et U2, et je vais avoir en fait la courbe des contrats, l'ensemble des possibilités d'utilité, on dit aussi. D'accord? Donc ça, vous savez le calculer. Donc l'ensemble des possibilités d'utilité, c'est-à-dire lorsque les ressources sont distribuées entre les individus, de quelque manière que ce soit, voilà au maximum, ils peuvent atteindre toutes ces allocations, d'accord? Et comme on veut un optimum de Pareto, on va choisir une allocation sur la frontière. Donc ça, c'est la frontière Pareto optimale. Tous ces points, c'est des optima de Pareto. Hein. C'est aussi l'ensemble des possibilités d'utilité, d'accord? Donc c'est un optimum de Pareto. Pourquoi? Si vous êtes ici, d'accord? Donc vous avez comme répartition U1 étoile, U2 étoile. Voilà la répartition des niveaux d'utilité. Je suis dans l'espace des utilités, je ne suis pas dans l'espace des biens. Hein. La boîte des joueurs, ça serait dans l'espace des biens, X. Et là, on est dans l'espace de U, c'est pareil, hein, c'est un changement de variable. Hein. Donc là, en fait, quand vous êtes ici, vous ne pouvez pas améliorer la situation d'un individu sans que ça se fasse au détriment de l'autre. Hein. Donc si vous passez ici, d'accord, sur la frontière, c'est U2 qui voit son utilité diminuer, et si vous êtes là, d'accord, c'est le contraire. Donc tout ça, ce sont des optima de Pareto. Donc c'est la frontière Pareto optimale, c'est l'ensemble des possibilités d'utilité quand vous êtes dans le cadre standard là, des individus qui sont identiques et où tout va bien, tout est convexe. Alors, lequel je choisis au fait? C'est ça ma question en fait. Est-ce que tous ces optima de Pareto, qu'est-ce qu'ils ont comme particularité? Est-ce qu'ils sont, du point de vue de la distribution des ressources qu'il y a derrière, est-ce qu'ils sont équivalents? Et comment je fais pour choisir entre ces optima de Pareto? À l'économie, comment on choisit? Et donc le deuxième théorème du bien-être, qu'est-ce qu'il me dit? Alors, ce que me dit le deuxième théorème du bien-être, c'est... Donc, tu es régulateur, tu ne fais pas de soucis. Tu as une infinité d'optima de Pareto. Le critère de l'optimum de Pareto n'est pas un critère complet. Il ne permet pas de classer ces différentes options. Il y en a une infinité ici, mais il ne va pas me dire laquelle est la mieux. Donc, il établit juste, ça s'appelle un préordre partiel sur l'ensemble des états. D'accord? Il ne va pas me dire... Je ne peux pas comparer les optima de Pareto. Donc, le second théorème du bien-être, heureusement qu'il est là, il va me dire, ok, pas de souci. Si par exemple, tu es un régulateur utilitariste, hein, donc admettons que tu veuilles assurer, toi tu veux atteindre cette allocation, d'accord? Ou toi tu veux atteindre cette allocation, pas de souci. Choisis ton optimum de Pareto. Eh bien, le second théorème me dit, je peux toujours redistribuer, trouver une redistribution des dotations initiales, d'accord? Donc que je vais faire par la taxe, hein, je vais la redistribuer par la taxe. Je peux toujours redistribuer initialement la richesse de telle sorte que le fonctionnement du marché me permettra d'atteindre l'optimum de Pareto que le régulateur a choisi. D'accord? Ça, c'est le deuxième théorème du bien-être. Tu peux toujours implémenter. Implémenter, ça veut dire que l'allocation est atteinte par le libre choix des agents, par le choix décentralisé des agents. Ça veut dire ça, implémenter en éco public. Bon, ça veut dire qu'ils vont voir les prix arriver, ils vont s'adapter, et boum, ils vont aller se mettre là. Voilà. Donc tu choisis n'importe quel optimum de Pareto, tu pourras toujours l'implémenter à partir d'un vecteur ressources initiales et prix. Tu trouveras toujours un système de prix qui permet de l'atteindre. Donc tu peux toujours l'implémenter grâce à des taxes notamment. Donc ça, c'est le deuxième théorème du bien-être. Et dans la Vulgate, ce qu'on dit, c'est que ce deuxième théorème du bien-être, il a mis à l'écart toutes les questions de répartition. Pourquoi? Parce que finalement, on se moque de savoir quelle allocation privilégiée du point de vue de la justice.
du point de vue de l'équité, puisque de toute façon, le régulateur peut toujours l'implémenter. Donc l'idée, c'est le deuxième théorème, c'est ça ne concerne pas l'économiste. Le régulateur, le décideur social, a qu'à dire moi je veux ça, et nous en micro on sait implémenter. Ok? Donc conceptuellement, théoriquement, le deuxième théorème de l'économie du bien-être, d'accord? Tout optimum de Pareto est décentralisable par des transferts de revenus et par un prix. C'est ça qui dit, le deuxième théorème du bien-être. Ben, ça a mis de côté, ou ça a enlevé l'intérêt, soi-disant, de réfléchir sur la distribution des richesses et sur les critères d'équité, puisqu'on peut toujours implémenter n'importe quel optimum de Pareto. Okay? Donc ça, c'est le premier point. Dans l'économie du bien-être, on a les deux théorèmes qui installent cette séparation entre l'équité et l'efficacité. Entre l'équité et l'efficacité. Donc je vous ai dit que ça, c'était remis en cause un peu. Alors, il y a plusieurs choses que je voulais mentionner sur ce théorème, ou sur l'optimum de Pareto, plutôt. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est un critère ordinal? On va y revenir après dans le premier chapitre, mais j'ai besoin de savoir où vous en êtes quand même. Ça, c'est très important pour moi dans le premier chapitre. Et on va rentrer dans les détails sur l'information qui est contenue dans la fonction d'utilité. Qu'est-ce que ça veut dire un critère ordinal? Quand est-ce que j'ai une mesure ordinale? Et c'est opposé à quoi d'abord? Opposé, c'est quoi d'ordinal? Cardinal. Oui. Donc qu'est-ce que ça veut dire ordinal? Personne? Quand même. Et cardinal, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, oui? Quantitatif. Oui, si vous voulez, on peut dire ça. Donc, par exemple, si c'est l'utilité cardinale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cardinal, ça veut dire que la valeur qu'on attribue, elle compte, par exemple 100 et 50, alors que ordinal, c'est 100 et 50, c'est comme 1 et 2, en fait, vu que 2 c'est supérieur, ça correspond au 100, et 1 c'est inférieur, ça correspond au 50, mais on ne regarde pas vraiment les valeurs exactes que c'est. Oui, donc si vous voulez, là, c'est bien. Donc effectivement, en fait, quand on va avoir de l'utilité, quand on va dire que l'utilité est cardinale, quand on va proposer une métrique cardinale pour mesurer l'utilité, ça veut dire que ça va être quantitatif, d'accord, qu'on va pouvoir exprimer dans l'air, que c'est une signification dans l'air, et surtout en fait cardinale, qu'on peut la mesurer, et qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'on va pouvoir la comparer. On peut comparer en fait les niveaux d'utilité. Et ordinal, en fait, ça veut dire que les comparaisons d'intensité, l'intensité de l'utilité n'a pas de sens. On est juste sur une échelle, et ce qu'on peut dire, c'est ce niveau d'utilité est plus grand que celui-là. Et comme vous l'avez bien dit, en fait, quand on est ordinal, quand on a l'idée d'une utilité ordinale, ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir rendre compte de l'intensité des préférences. Et donc ce qui va être important après pour nous, c'est qu'on ne va pas pouvoir non plus rendre compte des comparaisons entre les individus.